Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France, mais surtout bienvenue en 2026. Je suis très heureux de vous retrouver après ce marathon calorique des fêtes de fin d'année. Au nom de l'équipe, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de bonheur. J'espère que vous parviendrez à exaucer vos rêves les plus chers, que vos projets professionnels qui vous tiennent à cœur vont se concrétiser. Et nous, ce qui nous tenait à cœur aujourd'hui justement, c'était de vous proposer une émission spéciale consacrée à la télévision. Vous l'avez au moins regardé une fois pendant les fêtes de fin d'année et le moins que l'on puisse dire, c'est que le paysage audiovisuel s'est considérablement métamorphosé au cours des derniers mois. Nouvelle chaîne, nouvelle numérotation, Léa Salamé aux 20h de France 2. Nous allons revenir sur les grandes actualités qui ont secoué le monde du petit écran et en particulier sur cette vidéo qui a fait l'effet d'une véritable bombe médiatique, l'affaire Le Grand Cohen. Débat à suivre dans cette émission. Et puis enfin, nous conclurons avec nos recommandations pour cette nouvelle année. Quels sont les rendez-vous incontournables à ne manquer sous aucun prétexte? Quelles sont les émissions particulièrement attendues au cours des prochaines semaines? Croyez-moi, il y en aura pour tous les goûts. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Nicolas Voller, bonjour. Ça va Damien, bonne année, meilleurs vœux. Bon, je rappelle votre titre, même si on ne vous présente plus. Vous êtes rédacteur en chef à TV Magazine. Vous présentez le Buzz TV sur le Figaro TV. Soyez le bienvenu autour de cette table. Sarah Lecoff, bonne année également. Bonne année, voilà. Damien, bonne année Nicolas. C'est un crossover improbable entre Bienvenue en Ile-de-France et le Buzz TV. Il faut reconnaître. Écoutez, on Ile-de-France, on va l'appeler. Voilà, exactement. 2026, on innove. Vous êtes journaliste au pôle écran du Figaro et également présentatrice du Buzz TV. Alors avec vous, nous allons méticuleusement revenir sur tout ce qui a pu bouleverser les habitudes des téléspectateurs au cours des dernières semaines. Et je ne peux pas commencer cette émission sans évoquer bien évidemment Cyril Hanouna. Terminé TPMP sur C8, place à Tout Beau Tout Neuf sur W9. Alors on est d'accord que bien que le nom indique qu'il y a des nouveautés, il n'y a rien de neuf dans Tout Beau Tout Neuf, Nicolas Voller. Alors le décor est pas le même, c'est vrai, mais l'emplacement des chroniqueurs, l'émission, le ton, en fait oui, c'est la même, sans les clashs, sans les scandales, sans tous les buzz, même si on en a un peu plus parlé vers la fin, mais c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à décoller. Par contre, les audiences ont été bonnes tout de suite, mais c'est vrai qu'en termes de ressemblance, oui, et on va pas dire vraiment que c'était du neuf. Enfin, tout de suite, les audiences, non, je suis pas d'accord, parce qu'au départ, Quotidien était loin devant au démarrage, le 1er septembre. Sur les séquences politiques, en septembre, il a eu du mal. Oui, il a eu un peu de mal, et puis les courbes se sont inversées, et désormais, il est devant Yann Barthès et Quotidien, donc avant les fêtes de Noël, c'était le cas. On verra pour ce début du mois de janvier. Mais c'est drôle parce que lorsqu'il était sur C8, on avait l'impression qu'à chaque numéro, il y avait une polémique, un clash, une altercation. Et depuis qu'il est sur W9, on a le sentiment que Cyril Hanouna est beaucoup plus calme. Que oui, il fait de bonnes audiences, mais qu'on parle beaucoup moins de cette émission dans la presse média, par exemple. Mais c'est ce que M6 voulait. M6 voulait une émission propre. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils nous ont répété depuis la rentrée. Ils veulent pas de clash, pas de polémique. Ils ont des annonceurs. Vous savez que les clashs d'Hanouna, au-delà du fait d'avoir coûté de la fréquence à C8 et des amendes pour des millions d'euros, a eu aussi un impact très négatif sur beaucoup d'annonceurs qui ne sont plus venus, tout simplement, et dont certains n'ont pas suivi sur W9. Ils en ont récupéré quelques-uns, mais c'est compliqué encore avec la publicité. Et c'est vrai qu'à chaque rentrée, c'est le même refrain. Cyril Hanouna annonce des dizaines de nouveaux chroniqueurs. Et chaque année, il n'y en reste qu'un, peut-être, voire pas du tout d'ailleurs. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes, absolument. Est-ce que certains ont réussi à s'imposer quand même en ce début de saison? Moi, je trouve que, par exemple, Chana Lousteau, qui est une journaliste qui nous vient de CNews, elle a quand même eu le courage de quitter un poste en CDI pour se lancer dans l'aventure Cyril Hanouna sur W9. Et je trouve que c'est réussi parce qu'en plus, elle a pris un poste qui n'existait pas sur C8, c'est-à-dire qu'elle présente un journal, des informations. Un peu sérieux. Elle a un rôle sérieux dans l'émission. C'est peut-être le plus sérieux de l'émission. Et je trouve qu'elle a gardé nous, observateurs. Enfin, moi, je misais pas beaucoup au départ sur elle à la rentrée. Puis finalement, je trouve qu'elle s'est imposée et je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Je suis sûre. Moi, je suis d'accord avec Sarah et je rajouterai Olivier d'Artigol, qui est vraiment très bon. Honnêtement, il est bien. C'est un homme politique qui est assez proche du terrain, qui a l'air qui parle pas forcément dans le vide et tout. C'est toujours assez intéressant. Et puis,
quand même le retour de Mathieu Delormeau. Oui, c'est vrai. Un peu compliqué au début, et ça s'est amélioré quand même, je trouve. Après, il amène une note de fun. Ouais. On peut pas le nier, évidemment, même si voilà, il a eu quelques soucis. Alors, on pourrait aussi citer effectivement Jordan Deluxe. Et si Cyril Hanouna se retrouve aujourd'hui sur W9, eh bien, c'est parce que l'Arcom n'a pas renouvelé la fréquence de C8, ni celle d'Énergie 12, hein, d'ailleurs, ce qui est la raison pour laquelle nous avons tous vu l'apparition de deux nouvelles chaînes, Novo 19 et T18, chacune sur le canal 18 et 19, hein, c'est dans le nom, c'est pas très compliqué. On y trouve quoi très exactement sur ces chaînes ? Alors, on y trouve quelques émissions, mais surtout pas grand monde pour les regarder. C'est surtout ça le problème. Si je voulais être méchant, j'utiliserais les qualificatifs de Nicolas de Taverneau, qui a été interviewé le mois dernier et qui a dit que ces chaînes étaient à la fois non performantes et inutiles. Bon, c'est un peu violent. Et c'est vrai que 0,8% d'audience pour Novo 19, 0,9% pour T18, c'est quand même pas terrible. On est vraiment dans le bas du bas de l'échelle de l'audience de la TNT. Et pourtant, les chaînes sont contentes. On a reçu un communiqué il y a pile un mois. Ça, c'est comme, vous savez, quand les communiqués radio tombent, enfin les audiences radio, tout le monde est content, c'est l'école des fans. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est les communiqués. Mais moi, je trouve qu'en termes d'image aussi, c'est catastrophique. On n'en parle pas. Il y a quand même Laurent Ruquier, qui est une star de la télévision, qui est sur T18, mais on ne parle jamais. Qu'un talk-show hebdomadaire, et où il ne se passe rien. Et il ne se passe rien, puisque vous lisez la presse comme moi, la presse média, la presse web, print, et on n'en parle jamais. Alors, je suis sûre qu'il se passe des choses, parce que c'est un bon intervieweur, il sait mener une interview et une émission, c'est un vrai chef d'orchestre, Laurent Ruquier, mais il ne se passe rien et personne n'est là pour regarder. Je vais vous poser une question que les téléspectateurs se posent très certainement. Quel est l'intérêt de lancer deux nouvelles chaînes quand on se rend compte qu'il n'y a finalement que des émissions qui ont été diffusées il y a parfois 10 ans sur les chaînes hertziennes ? Je vais prendre par exemple l'exemple des Carnets de Julie avec Julie Andrieux, qui est diffusé sur Novo 18. On peut également... Novo 19, pardon. Novo 19. Le Monde de Jamie également. Ils ont les prime time des émissions spéciales sur Novo 19, et tous les après-midi T18, il y a Julie Andrieux de 14h à 19h. Et la collection La Loi 2 qui a été aussi rachetée à France Télévisions, on se dit que l'Arcom a donné deux fréquences à des chaînes qui finalement ressassent et ressuscitent des anciens formats. Ouais, de la multi-rediffusion, alors peut-être qu'ils misent sur le public plus âgé qui regarde la télévision, mais vous savez, même le public âgé, à un moment, il s'est lassé, il a vu ces séries longtemps, plein de fois, et maintenant, il a envie de voir autre chose. Alors, on nous promet, là, pour le mois de janvier du 9, Guénel Trolli, la patronne de Novo 19, nous avait dit que Raphaël de Casabianca allait arriver en janvier. On attend de voir. Vie ma vie, qui doit renaître, on attend de voir. Un trésor dans votre grenier également, tout ça c'était annoncé. Je ne sais pas comment, sachant que l'émission phare de Claire Arnaud fait moins de 30 000 téléspectateurs chaque soir. Il y a eu d'ailleurs même une véritable concurrence avec Mouloud Achour il y a à peu près un mois de ça, avec 0% de part d'audience. Habituellement, vous savez, c'est Mouloud Achour sur Canal+, qui faisait 0% de part d'audience. On est proche de la marge d'erreur. Mais Mouloud Achour, il fait des millions sur les réseaux sociaux. C'est la différence. Oui, c'est la différence et on en parle. Mais aussi, ils font face à des contraintes budgétaires. Je pense qu'un Christopher Baldelli qui dirige T18, il ne peut pas dépenser des 1000 et des 100 pour tous les programmes. Donc il a des choix à faire. Il a fait un choix sur Laurent Ruquier qui n'est pas forcément pas gratuit et du coup il ne peut pas acheter des programmes. Et qui n'est pas payant pour l'instant en tout cas. Il est ni gratuit et il ne paye pas. C'est dommage. Il n'y a pas eu de retour sur investissement pour le moment. Pas encore. Alors on a parlé de T18, Novo 19, on va parler également d'une nouvelle chaîne qui est apparue sur la TNT. C'était le 1er octobre dernier sur le canal 25 à la place de Chéri 25. C'est RMC Live et là il faut reconnaître que le casting est assez impressionnant. Stéphane Saletchou, le patron de la chaîne, est parvenu à convaincre des gros noms. Il faut au moins reconnaître ça à cette chaîne. Oui, bien sûr. Estelle Denis, Carole Rousseau et Jacques Legros qui sont revenus pour plein les yeux. Karine Ferry, tout ça, c'est du solide. En plus de miser sur des marques anciennes qui ont fait leur preuve. Il y a Christina Cordula qui revient là, en janvier, qu'on va découvrir dans Coups Humains, c'est ça. Très bientôt, Les Jupons de l'Histoire de Christine Bravo. Bon, c'est solide, c'est pas forcément du neuf, mais au moins la chaîne est déjà à 1,2-1,3% de PDA, ce qui est déjà bien mieux que ils ont été déçus par les audiences de Ça se discute. Le lancement, ça a été un peu timide. Le lancement de Estelle Denis, la première a fait un peu 100 000 téléspectateurs, 1% de part d'audience, c'est un peu faiblard. Je pense qu'ils attendent quand même la fin de l'année pour voir ce que ça donne, mais si en juin, il n'y a pas les résultats escomptés, probablement que ça s'arrêtera. Mais quand je regarde tous les animateurs et toutes les animatrices des chaînes RMC, on a l'impression que cette chaîne, finalement, en tout cas que cette maison, c'est l'antichambre de TF1. Karine Ferry, Jacques Legros, Carole Rousseau, toutes celles
celles et ceux qui sont passés par TF1 dans les années 90 arrivent sur les chaînes d'RMC? Alors l'antichambre, c'est avant de rentrer à TF1, donc eux c'est fini. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de TF1, c'est plutôt l'après-chambre. C'est pas l'antichambre. C'est un peu la voiture balai, oui, effectivement, tous les gens qui n'ont plus de job sur TF1. Alors Karine Ferry est partie parce que j'imagine que son rôle n'évoluait pas beaucoup à TF1, donc elle voulait sûrement tenter quelque chose de nouveau. Carole Rousseau et Jacques Legros, Jacques Legros a annoncé sa retraite l'an dernier, Carole Rousseau faisait plus de télé. Je pense que c'est très bien de les récupérer, sans doute pas forcément à un prix exorbitant, et ça peut éventuellement marcher. En tout cas, elle est construite intelligemment, cette chaîne. C'est pas spécialement neuf, mais c'est bien construit. RMC récupère surtout les déçus. Et moi, je sens qu'il va y avoir une Laurence Boccolini dans pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Les paris sont lancés. Qui a claqué la porte de France Télé en fin d'année. Je la vois bien sur RMC, Live Story, qu'importe, mais enfin, elle sera sans doute là. Et là où vous avez raison, c'est que Vincent Lagaffe est arrivé aussi sur l'une de ses chaînes RMC. RMC, c'est vrai que le Big Deal qui a connu un vrai succès lors des premiers numéros, qui a un peu moins bien fonctionné les numéros suivants. Est-ce qu'on peut faire une chaîne avec du vieux finalement? Parce que Cousu Main, ça a été diffusé sur M6 avec Christina Cordula. On reprend, ça se discute. On sent vraiment qu'on reprend et c'est assumé des marques qui ont eu du succès autrefois, aujourd'hui en 2026. En fait, oui, on les reprend. Stéphane Saïdechou était venu nous voir au Buzz TV, il nous en avait parlé, en expliquant qu'effectivement, on avait besoin de marques. Il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Lancer une nouveauté, c'est super compliqué aujourd'hui. Miser sur une ancienne émission, on voit que ça a marché avec les jeux d'M6, notamment. Le Maillon Faible avec Olivier Mine a eu un beau succès d'estime à son retour le mois dernier. Même chose pour les jeux comme La Roue de la Fortune. Pourquoi pas? Elles ne seront pas toutes gagnantes. En tout cas, le Big Deal avec la gaffe, c'est une bonne adéquation. L'animateur, le jeu sont très bien, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Oui, et vous avez raison. On peut donner par exemple cet exemple d'Apprendre ou à laisser qui a été relancé un temps sur C8 qui n'avait pas forcément fonctionné. Pas resté très longtemps. Alors un vrai succès cette fois-ci dont on va parler, qu'on n'avait pas forcément pressenti d'ailleurs lorsque cette émission a été lancée, c'est Bonjour, la matinale lancée par TF1 il y a 2 ans déjà. Alors les débuts ont été assez poussifs, on l'a aussi souligné de nombreuses reprises sur le Figaro TV. On se demandait même d'ailleurs si ça n'allait pas virer à la catastrophe industrielle. Et ce rendez-vous va s'étendre encore davantage sur la grille d'ici les tout prochains jours. On va en parler dans un instant, mais aujourd'hui, est-ce que TF1, on peut le dire, a réussi son pari avec Bonjour? Ah oui, moi je trouve, parce que comme vous l'avez rappelé, c'était pas gagné. Il y avait quand même le leader incontesté qui était Télématin loin devant, 800-900 000 téléspectateurs quotidiens. Là, Télématin est clairement menacé. Ils n'ont plus que 200 000 téléspectateurs d'écart. C'est-à-dire que Télématin réunit environ 590 000 600 000, et 390 000 pour... Et Bonjour avoisine les 400 000. Ce qui est franchement un pari réussi, moi je trouve, pour Thierry Tullier, qui est le directeur de l'information, et Bruce Toussaint qui porte ce rendez-vous. Et c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé. Et je trouve qu'il y a un vrai succès. Enfin, c'est le magazine, il y a une vraie bande. Vous voyez, quand Garance Pardigon est partie en congé maternité, on a tout suivi. Elle nous a même fait un direct depuis la maternité. Enfin, il y a un vrai lien, je pense, qui s'est créé entre le téléspectateur, l'équipe. Chacun est dans son couloir et ça fonctionne bien. C'est ça, la recette du succès pour une matinale, c'est de faire en sorte de fédérer une bande et de aussi capter l'attention des téléspectateurs autour de visages qui reviennent de façon très récurrente. Oui, c'est d'abord ça, et ensuite ce sont des choses qui s'y passent, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Sarah, on déplorait qu'il ne se passe rien chez Laurent Ruquier sur T18. Il se passe régulièrement des choses dans Bonjour, on en entend parler, que ce soit un invité, que ce soit une séquence, et c'est vrai que la dynamique, c'est clairement en leur faveur. Ils sont quand même à plus de 30% de gains d'audience sur quasiment une saison entière, là où Télématin est à moins 20%. Donc effectivement, l'écart se réduit, et c'est vrai que le duo qui officiait au week-end avant, Maya Loquet et Damien Thévenot, n'a pas forcément pris comme France Télé. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à Télématin. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de Bruce Toussaint et justement cette matinale de TF1 que Télématin aujourd'hui souffre beaucoup? Pas uniquement. Mais... Alors il y a de ça, parce que Bruce Toussaint est assez... il est rassembleur, il est bon. Et puis je pense, le duo précédent, Flavie Flament et Julien Arnaud, qui est resté une saison, j'ai peur que ce duo ait vidé la salle et que la salle ait du mal à se re-remplir avec Maya Loquet et Damien Thévenot. Et on sait que c'est un public très fragile, le public des matinales. Et d'ici les prochains jours, un mot là-dessus, Christophe Beaugrand va prendre la tête d'une déclinaison à la suite de la matinale. Est-ce qu'on sait à peu près à quoi ça va ressembler, cette émission? Ça ressemblera plus à du talk-show, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter 1 heure, ça se finit à 10h, comme Télématin, ce sera jusqu'à 11h. Ça va être vraiment du talk-show autour de sujets de quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut amener les portables à l'école, la masse-bouffe, du lifestyle, de la culture, il y aura des tendances aussi, ce genre de choses, mais vraiment sur des sujets assez proches, plus dans l'univers talk-show.
Alors on va alterner succès et échec là au cours de cette première partie. Maintenant on va parler d'un échec, désolé. Il n'y a pas que des réussites en télévision, en tout cas lors de la rentrée 2025-2026. En juin dernier, M6 a lancé un feuilleton qui était intitulé Nouveau Jour. Alors, je ne sais pas si vous faites partie des téléspectateurs qui l'ont regardé au moins une fois, ils ne sont pas nombreux malheureusement, ça n'a jamais réussi. C'était pas très long, ça n'a pas duré longtemps. Non, c'était Nouveau Jour, voilà, c'était le seul jour, ça aurait pu être bonjour, un nouveau jour, c'est plus Et voilà, il faut reconnaître que ce feuilleton n'a pas réussi à s'imposer sur la grille d'M6 à tel point que la chaîne l'a déprogrammé en seulement 3 mois. Pourquoi la mayonnaise n'est jamais montée ? C'est difficile à comprendre. Enfin, moi, je pense qu'il y a une explication principale. Ils avaient un énorme casting. Ils ont fait une campagne de com, mais gigantesque. Ouais. Vraiment, on en a entendu parler absolument partout. Ils ont démarré à 1,5 million, ce qui était à peu près moyen, mais très vite, ils sont passés sous le million. Ils ont fini à 900 000. Je pense qu'ils sont arrivés trop tard dans un marché qui est déjà sursaturé avec des mastodontes, quoi. Il faut le dire, parce que ici tout commence. Demain nous appartient, un si grand soleil. Je parle même pas de Plus belle la vie, parce que c'est pas à la même heure. Ouais. Mais c'est déjà sursaturé. Et en plus de ça, M6 a montré que c'était pas forcément leur ADN, ce genre de feuilleton-là. Ils sont très bons sur le short-com, c'est-à-dire les formats courts, Caméra Café, Kaamelott, Scène de ménage, qui ont duré des années, qui ont été des succès incroyables. Sur les fictions long cours, ils ont plus de mal. Vous avez raison, c'est vrai que sur les fictions comme celle-ci, les fictions, même les unitaires, on se rend compte qu'M6 n'a pas cette culture de la fiction. Non. Il peut y avoir des fictions de très bonne facture, malheureusement, ça ne va pas forcément fonctionner sur le terrain des audiences. C'est hors de leur ligne éditoriale. Oui, mais au moins, ils tentent. Je trouve que, alors ça ne marche pas toujours, mais pour réussir, il faut peut-être faire 10 échecs avant et que une sauce prenne. Et vous regardez, ils ont quand même lancé récemment Les Traites, qui est un jeu, je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux originaux lancés ces dernières années, et ils ont eu le mérite de le lancer, ils ont eu le courage de le lancer. C'est vrai que sur la fiction, sur la fiction, bizarrement, on les attend pas en fait. Les gens se disent, je vais pas regarder un feuilleton, une nouvelle série. Dupont de Ligonnès, ça avait fait avec Arnaud Dupré, ça n'avait pas marché. Mais ils avaient tenté. On ne peut pas leur enlever ça. Et on donne toujours aussi cet exemple-là, une fiction unitaire absolument fabuleuse sur la trisomie 21 portée à l'époque par Harry Habitant et Julie Debona, qui n'avait pas du tout fonctionné, alors que France Télévisions ne propose pas toujours d'ailleurs ce genre de fiction aussi audacieuse. Et là, ça ne veut pas dire que les fictions d'M6 sont nulles. Oui, au contraire. Il y en a qui sont très bonnes, mais effectivement, la mayonnaise ne prend pas. Et même si Laetitia Milot, d'ailleurs, avait été recrutée aussi pour Nouveau Jour, elle est apparue au cours de la saison, et malheureusement, on s'est rendu compte que les audiences n'ont pas forcément comme Philippe Etchebest, qui était apparu. Ils ont essayé tout le monde. Ils ont tout essayé. Ils ont dû appeler tous les animateurs de leur coin, à part Jérôme Anthony. Il n'allait pas tarder. Ils ont même changé de case horaire, d'ailleurs, on le précise aussi pour celles et ceux qui l'ont essayé. Ils ont été en en access au début, donc c'est-à-dire en avant-soirée. Ensuite, ils ont été remis en digital, exactement. Et puis nulle part. Et puis nulle part, voilà, pour finir, malheureusement. Bon, on va parler d'un autre succès, allez, quand même, on va rester positif. En 2026, Star Academy, force est de reconnaître que l'on aime ou qu'on déteste cette émission. Il y a quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est que c'est toujours un succès. Là, on en est à la 13e saison, toujours en cours de diffusion. On attend encore celle ou celui qui va remporter cette édition. Stop ou encore ? Star Academy, stop ou encore, moi j'ai envie de dire encore, même si je ne regarde plus, il suffit de voir mes enfants, ados à la maison qui parlent de Starac tout le temps. Ça, pour moi, déjà, c'est simplement le signe du succès. Ils ont réussi, un très beau carton d'audience, ils ont réussi à revenir avec une super belle image surtout. Honnêtement, maintenant, l'émission est vue, ils se sont trouvés un nouveau public, et puis des noms. Souvent, c'était ça, les noms ne sortaient pas. Pierre Garnier, Elena, Lénie, Marine, Julien Lieb, ils ont gagné, en plus, ils ont tout raflé au Energy Music Awards à la fin de l'année. Bon, qui est diffusé sur TF1 aussi. Qui est diffusé sur TF1. C'est vrai, il y a de l'autopromo caché, mais le public qui vote, puisque ce sont pas des votants professionnels, c'est le public qui vote, prouve bien en tout cas que le public de TF1 est complètement accro à la Star Academy. Et je retiens quand même que vos enfants regardent Star Academy, et ça, c'est pas anodin, parce qu'on se rend compte aussi que Star Academy est l'une des rares émissions qui fédère un public jeune aujourd'hui. Oui, et moi je trouve qu'ils ont ringardisé The Voice quelque part, alors que c'était pas gagné. À un moment, c'est The Voice qui a ringardisé la Starac, on s'est arrêté, parce que The Voice, la première saison, ça a fait 8-10 millions, enfin je ne sais plus exactement les scores, ça avait cartonné, et là on est plutôt à l'inverse. La Starac est devant The Voice, et je pense que le rythme de la quotidienne ainsi que le live digital qui est diffusé, vous savez, chaque jour, il faut payer l'abonnement TF1+. Je pense que ça crée de l'attachement avec le téléspectateur. On s'attache, on veut savoir s'il y a une histoire d'amour entre deux académiciens. Enfin, voilà. Il y a un côté très télé-réalité qui est prenant. Il y a le côté télé-réalité qui est prenant, le live qui marche avec nos habitudes aujourd'hui, même des jeunes, qui marchent beaucoup avec les portables et tout ça. Et je pense que c'est dans l'air du temps, Starac. Et ressorti au bon moment surtout, parce que vous vous souvenez, Vincent Lagaffe nous avait parlé, et Stéphane Saïd
de chou de l'émission Top Gear sur RMC Découverte, qui ne marchait plus, ils la mettent en sommeil. Voilà. C'est aussi important à un moment de mettre un peu une émission au frigo, de la laisser et qu'elle revienne au bon moment. Peut-être que The Voice devrait faire une petite pause, 32-3 ans, revenir à un moment où elle manquera, où les gens ont envie de la voir, parce qu'à un moment, quand il y en a trop, ça fait trop. Et revenir de manière même différente, parce que vous l'avez rappelé, aujourd'hui, Star Academy joue la carte de l'omnicanalité. On les trouve à la fois en linéaire à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le digital. C'est vrai que c'est une vraie réussite. Allez, bon là, on va passer sur un échec. En tout cas, vous allez me dire si c'est un échec. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'en est un. Je vais parler maintenant de Léa Salamé. Oh non, c'est pas un échec. Ah, attendez, Sarah, vous allez me donner votre avis dans un instant. Super méchant, là. Super violent. Alors, Léa Salamé, c'est une réussite dans quelle époque? À mon avis, aux 20h, on peut en discuter, parce qu'elle a confondu, par exemple, elle a multiplié les bourdes, elle a confondu le nom des invités qu'elle a en plateau, elle pose une question jugée déplacée à Marion Cotillard. On peut aussi citer la confusion entre Dominique Bernard et Samuel Paty. Ça arrive à tout le monde, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça a le droit d'arriver lors d'un JT de 20h? C'est le direct, Damien, c'est comme ça. En fait, elle est tellement attendue au tournant. C'est-à-dire, Léa Salamé, on l'a attendue au tournant parce que on l'attendait pas là. Elle anime un divertissement le samedi soir, dans quelle époque? Donc là, on s'est dit, oulala, elle arrive aux 20h, qu'est-ce qui se passe? Par ailleurs, elle est la compagne d'un acteur politique. Bon, ça, on en reparlera peut-être après. Mais et je trouve qu'on ne lui a rien laissé passer. On a été très dur avec elle, que ce soit aussi bien les médias, les téléspectateurs. On ne lui a rien pardonné. Mais parce qu'à l'époque des fake news, on attend peut-être de la rigueur. Damien, c'est en interne non plus. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à dos les syndicats et la CGT, qui est ultra puissante, qui est assez malfaisante, il faut le dire, quand on connaît un peu et qu'on sait comment ça marche, qui ne lui passe absolument rien. Donc en fait, il y a une guerre interne qui est super compliquée aussi et très difficile. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien la Salamé, j'ai envie de lui laisser sa chance. Les bourdes, les gaffes, ça arrive. Vous avez déjà confondu Sarah et moi. Ça vous est arrivé, Damien? Évidemment. Menti, je vais pas vous le rappeler. Après une soirée un peu arrosée. César qu'elle n'a jamais eu. Ça peut arriver à tout le monde. Les attaques personnelles, ça commence en 2026. D'autant que les audiences sont quand même remontées là, sur les derniers en novembre-décembre. Elle était à 3,8 millions contre 5 à TF1. Donc l'écart, c'est quand même un petit peu réduit. Alors c'est vrai qu'on est en 2026, mais si je me projette un tout petit peu, on va arriver très vite dans la campagne présidentielle et elle ne fait pas secret de sa liaison avec Raphaël Glucksmann, qui potentiellement va se lancer dans la course à 2027. Au moins, il va soutenir un candidat. De fait, elle va être dans une position très indélicate à ce moment-là, Léa Salamé. Oui, mais elle partira et je crois que ce sera un bon prétexte même. Je pense qu'elle va se jeter sur l'occasion. Elle va dire bon j'aurais fait une saison et puis c'est bon. Je pense qu'elle va même être contente et de se dire parce que c'est très lourd aussi pour elle. Elle a mal vécu. On a eu des informations qui nous sont parvenues en octobre, novembre. C'était assez difficile après la question. Vous savez, l'interview polémique avec Marion Cotillard. Ça a été tellement cette image est devenue virale. Elle l'a mal vécu. Donc c'était dur pour elle tous les jours. Plus quand elle est partie en vacances, son joker Jean-Baptiste Marteau a fait plus d'audience qu'elle. Enfin c'était n'en jetez plus, la coupe était pleine. Qui sont des choses qui arrivent. Jacques Legros battait Jean-Pierre Pernaut régulièrement. C'est classique, les jokers. Oui, mais pendant les vacances, scolaires, ce qui est logique parce que les gens sont plus devant la télé. Là, en l'occurrence, quand Jean-Baptiste Marteau a battu Léa Salamé sur le terrain des audiences, il n'y avait pas forcément de vacances scolaires à ce moment-là. Mais vous vous rendez compte? Et puis nous, médias, on le raconte évidemment tous les jours, on feuilletonne, on va faire amende honorable. Mais je veux dire, ça c'est très lourd et donc je pense qu'elle va être très contente quand Raphaël Glucksmann va se présenter à l'élection présidentielle. Ou pas, on verra, mais en tout cas, s'il se présente, elle se retirera. Après, elle a évidemment beaucoup de succès aussi dans quelle époque et c'est vraiment une animatrice qui marque sa génération, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, autre animatrice en difficulté, Laurence Boccolini, qui elle est clairement aujourd'hui dans le creux de la vague. Elle est partie de TF1 en 2020, elle vient de claquer la porte de France Télévisions à la suite de sa mise à l'écart, très clairement, des enfants de la télé, à la place de Faustine Bollard. Est-ce qu'elle a encore un avenir à la télé, Laurence Boccolini, Nicolas Voller? Sur France Télé, je ne crois pas. C'est difficile parce que c'est une animatrice qui est assez inclassable. Elle est très à part, elle a un style, elle a un ton, elle a quelque chose vraiment qui change de l'ordinaire, qui appartient qu'à elle en fait, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est pas quelqu'un de très facile en interne à gérer. Elle a un fort caractère, vraiment fort caractère. C'est pas toujours simple avec les équipes de production. Il y a eu des soucis sur les enfants de la télé notamment. Moi après, je trouve qu'elle a du talent, elle a un style, c'est vrai, très, très original. J'ai été très content qu'Olivier Mine reprenne
le maillon faible. Mais c'est vrai que son caractère est compliqué, notamment par exemple sa sortie sur Faustine Bollard, je trouve, était totalement inutile. Parce que Faustine Bollard, France Télé a écarté Laurence Boccolini. Ils n'allaient pas enlever l'émission, donc ils ont mis une animatrice à sa place et on lui tombe dessus. Elle n'a rien demandé, Faustine Bollard n'a pas œuvré ou intrigué pour prendre la place de Laurence Boccolini. Donc voilà, c'est pas très élégant. Je comprends quand on se fait virer, on ne soit pas forcément très très content. Mais moi, je pense que oui, une chaîne peut tenter le coup. Sarah a parlé tout à l'heure des RMC. Pourquoi pas. Moi, je la vois bien rebondir là, parce que TF1, non, elle ne va pas retourner à TF1. En fait, il faut faire par élimination. Ouais, c'est ça, par élimination. M6, non, elle n'a jamais tant... Si, elle était sur M6. Il y a le maillon faible, mais qui est pris maintenant par Olivier Mine. Oui, absolument. C'est compliqué. Non, moi, je la vois rebondir que sur RMC, dans le groupe RMC. Après, est-ce que l'exemple Laurence Boccolini ne montre pas aussi que l'univers de la télévision est un milieu ultra-violent ? Elle s'en était émue dans les médias, même sur ses réseaux sociaux, en indiquant qu'elle avait été alertée, finalement, qu'on l'avait alertée de sa mise à l'écart assez tardivement. Finalement, la presse média était au courant avant elle. Elle s'en était émue sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, fin juin, c'est la fin de saison. Mais elle est souvent cash et assez transparente. Moi, je me souviens quand ça s'était mal passé avec Christophe de Chavannes en Afrique du Sud. Ils avaient tourné une émission pour TF1. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ça s'était très mal passé le tournage. Elle n'en avait pas fait mystère quelques mois après. C'est une animatrice très cash et c'est pour ça que c'est un caractère aussi. Il faut que la chaîne, et la chaîne, elle a cette réputation-là qui la précède. Et qui a un style bien à elle aussi. Laurence Boccolini, c'est vraiment un style aussi que l'on n'a pas forcément sur les animatrices de TF1, par exemple, aujourd'hui, qui, c'est vrai, parfois sont taxées d'être un peu lisses. Voilà, c'est vraiment aussi... Et sous-exploitées. C'est souvent ce qu'elle dit en partant. Il faut trouver la bonne émission pour elle, pourquoi pas. Allez, on va passer au débat suivant et ce sera le dernier. Faustine Bollard, Christina Cordula, Bruno Guillon, Stéphane Bern, ils ont tous un point commun. Est-ce que vous pouvez me dire lequel ? Ils sont animateurs télé, c'est ça ? Ah, ils sont animateurs télé, ça c'est trop facile. Bon, alors ils en ont beaucoup, ils en ont un autre. C'est qu'ils se sont tous lancés sur YouTube, vous voyez ? Et ça, c'est une tendance qui s'est accélérée au cours des dernières semaines. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé justement qu'on fasse ce débat un peu ensemble. On se rend compte que les visages télé débarquent de plus en plus aussi sur cette plateforme. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la télévision est morte en fait ? Non, la télévision n'est pas morte, mais au moins ils ont plus de liberté, je pense, sur ces chaînes. Ils font ce qu'ils veulent, parce que parfois, sur les chaînes de télé, ils sont retoqués, ils ne peuvent pas animer les émissions qu'ils veulent animer. Donc, c'est une manière pour eux de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, Stéphane Bern peut parler de ce qu'il veut. Sophie Davant, mais par contre, les scores, bon, je regardais là un peu avant de venir dans l'émission pour préparer, je regardais, bon, les bonnes audiences, c'est quand on avoisine les 100 000, 200 000, mais ils sont quand même loin des youtubeurs, des vlogs du mois d'août de Léna Situation ou de Hugo Décrypte. Donc pour moi, leur place est aussi sur le linéaire et je suis pas sûre qu'ils aient un avenir flamboyant sur YouTube. On ne s'improvise pas youtubeur en fait. Non, alors en fait, je pense qu'ils vont pas délaisser la télé aussi, mais ils préparent peut-être l'avenir aussi, en se disant peut-être que si un jour la télé s'arrête, j'aurai la chaîne YouTube, etc. Et pour eux, comme disait Sarah, c'est aussi le moyen d'explorer des nouveaux formats, avec un ton, avec une liberté qu'on n'a pas sur une chaîne linéaire, parce que la production, c'est toujours un petit peu compliqué. Et en plus, les audiences de YouTube peuvent être énormes, ça se monétise assez facilement. Maintenant, attention, on ne fait pas du YouTube comme on fait de la télé. Donc, il faut proposer quelque chose de très différent. Moi, de celles que j'ai regardées, je trouve que Christina Cordula, par exemple, avec son tribunal de la mode, s'en sort le mieux. Elle fait le truc d'ambiance qu'on peut trouver chez Squeezie, McFly et Carlito, en bande, avec un petit peu de déconne. Faustine Bollard, par exemple, fait ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire faire des interviews fortes et intimes. La seule différence, c'est qu'elle le fait avec uniquement des youtubeurs, des influenceurs. Et c'est vrai qu'on a découvert des choses sur Joyka, sur Amixem, sur Léna Situation, qu'on n'avait jamais entendu d'eux, parce que Faustine Bollard, c'est bien de le sortir. Mais c'est pas complètement un format YouTube. Mais après, on comprend effectivement que ces animateurs et animatrices aient l'intention d'aller chercher l'audience là où elle se trouve. Parce que quand vous regardez les chiffres de certaines émissions qui ont cartonné autrefois, et je pense là aux maternelles, qui sont désormais sur France 4, sur le canal 4 maintenant, qui en plus bénéficient d'une numérotation beaucoup plus favorable, en access, 0,3% de part d'audience en moyenne. Quand on entend ce chiffre, on se dit que le modèle est mort. Ils ont perdu 300 000 téléspectateurs, les maternelles. D'ailleurs, ils rebasculent sur France 5 le matin. Là, on revient à un horaire un peu plus classique des maternelles, mais ça a été une catastrophe. France 4, t'as 0,8 d'audience, donc c'est la même chose que T18. C'est des audiences très basses sur le canal 4. C'est ça qui paraît fou. Voilà, c'est presque du gâchis.
d'avoir cette audience sur ce canal-là. Et le groupe audiovisuel de service public, France Télévisions en première ligne, est soumis à des économies assez drastiques. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en 2026, nous allons assister à des rediffusions massives de fiction, à des émissions qui seront de plus en plus cheap, si j'ose dire? C'est difficile à dire. Il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que le rapport de la Cour des comptes a montré l'état vraiment déplorable des finances qui ont été très mal utilisées. La gestion surtout, qui est catastrophique. Il y a trop de frais, trop de monde, trop de chefs, trop de gros salaires. C'est très compliqué. Il y a la commission d'enquête parlementaire qui a débuté à la fin du mois de novembre, qui va se poursuivre encore jusqu'à fin février, je crois, pendant 13 semaines jusqu'en mars, qui pourra peut-être permettre d'identifier les problèmes. Maintenant, ce qu'on va demander à France Télé, effectivement, c'est de faire des économies vite, rapidement. Est-ce que ça passera par des rediffs d'anciens formats, d'anciennes émissions? Je ne sais pas. Les comédiens sont alarmistes. Ils ont publié une tribune, 110 comédiens. Il y a Pierre Arditi, Laura Smet, tous ceux que vous retrouvez sur France Télé, parce qu'ils ont peur de ne plus tourner, parce qu'avec les coupes budgétaires. Eh bien justement, on va en parler, parce que ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que l'audiovisuel public a été vivement critiqué ces derniers mois en raison d'une vidéo qui a fait l'effet d'une bombe médiatique. Cette vidéo, c'est celle publiée par le magazine L'Incorrect, où l'on voit deux éditorialistes de France Inter, de Patrick Cohen d'un côté et Thomas Legrand de l'autre, attablés face à deux responsables du Parti Socialiste. C'était dans un bistrot parisien en juillet dernier, regardez. Le problème des médias pendant des années, ils nous ont dit, mais vous savez, nous, c'est le coup de l'auto, là où on est gagnant, on est avec nous, et là où on n'est pas, on fait chier à Nantes, à Lille, à tout, etc. Donc là, on jouait sur la table, pour dire, c'est pour ça qu'il se forme comme un nom pour les amis. Paris, c'est risqué, avec la fille. Il va y avoir problème à la police. Nous, on fait ce qu'il faut, on a dit, Patrick et moi. Bonjour Juliette Briens. Bonjour Damien. Vous êtes journaliste au magazine L'Incorrect, c'est votre média qui a diffusé cette vidéo que l'on vient de voir. Soyez la bienvenue dans ce rendez-vous. Bonjour Fergan Aziari. Bonjour. Soyez le bienvenu également, vous êtes essayiste et vous êtes également chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info. Et là je parle de la télévision, pas de la radio. Alors déjà je voudrais que l'on revienne sur cette grenade dégoupillée qu'on vient de voir à l'instant sur le Figaro TV. Dans quelles circonstances cette vidéo a-t-elle été captée? Alors on a tout de suite dit la vérité, on aurait pu s'envoyer des fleurs en disant que c'était le fruit d'un grand travail d'investigation, etc. Pas du tout, la vérité, je l'ai déjà dit, on a eu un coup de chance. Ce coup de chance, c'est en fait un lecteur de L'Incorrect, absolument lambda, qui se trouve au bon endroit, au bon moment, et qui reconnaît une personne sur les 4 attablés donc à une brasserie parisienne. Il reconnaît Patrick Cohen, qui est quand même quelqu'un de très reconnaissable, et perçoit un ton, un ton qui l'intrigue, se demande, il entend que ça parle politique, effectivement, et donc décide de saisir son téléphone, de filmer la scène sans savoir qui sont les autres personnes à la table et sans savoir si la vidéo donnerait quoi que ce soit. Et il décide, puisqu'il est lecteur de L'Incorrect, de nous faire parvenir cette vidéo, comme on reçoit beaucoup d'informations, souvent dans nos emails, en disant « nous avons un scoop pour vous », etc. L'Incorrect n'a pas vocation à sortir des scoops, ni à faire du journalisme d'investigation, parce qu'on est un magazine plus culture, idées, etc. Et sauf que là, on reçoit ça, et moi, on me demande donc de récupérer le matériel brut et d'analyser pour voir en fait s'il y a une matière journalistique en fait à en tirer. Et c'est là qu'en fait je commence un travail d'écoute de très très nombreuses heures, parce qu'en fait on a avec les sous-titres on n'entend pas tout. Les sous-titres permettent d'aider, mais quand on reçoit le matériel brut, effectivement c'est très 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 difficile de comprendre le moindre mot. Mais en fait à force d'écouter, je commence à reconnaître les voix, à comprendre le ton, à comprendre en fait de quoi parle la conversation, jusqu'à ce que je tombe en fait sur cette phrase qui est vraiment incriminante, qui est la phrase sur Rachida Dati, donc Thomas Legrand, qui dit donc à ce cadre du Parti Socialiste Pierre Jouvet, t'inquiète pas, nous Rachida Dati, on s'en occupe, Patrick et moi. Et c'est là qu'en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne relevait pas bizarrement de la révélation, mais plutôt de la confirmation, je pense, aux yeux des Français, sur ce qui se passe au service public en termes... Alors de collusion, le mot est un peu fort, même si c'est un peu ce qu'on voit sur les vidéos, mais en tout cas de porosité entre une certaine idéologie qui appartient à certains partis qui sont plutôt très minoritaires en France aujourd'hui dans les sondages,
et le service public. Et c'est pour ça que nous avons décidé collectivement à l'Incorrect de publier les vidéos, alors seulement une partie des vidéos. Au nom du droit à l'information, c'est ce que j'allais aussi vous poser comme question, parce que beaucoup vous ont critiqué aussi face à la publication de cette discussion qui était privée. Vous avez été vivement critiqué pour ça. Vous vous défendez en disant que c'est le droit à l'information. Il y a certaines parties de cette conversation dont on a estimé que l'intérêt en fait de les publier était public, et d'ailleurs cet intérêt public a été confirmé par les réactions politiques, médiatiques, enfin voilà, par l'énorme buzz que ça a créé, par l'indignation que ça a créé chez les gens. Donc, d'une certaine manière, cet intérêt a été justifié. Il y a toute une partie de cette conversation effectivement privée que nous n'avons pas publiée, certains passages qui n'auraient pas manqué de faire beaucoup de bruit, mais que nous avons évidemment décidé collectivement en tant que rédaction de dire que c'était des passages qui étaient privés, totalement privés, et qui ne regardaient pas les Français. Fergan Aziari, une question toute simple. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert ces images publiées par l'Incorrect ? Je vous avoue que je n'ai pas été très surpris, effectivement, par l'orientation idéologique de Thomas Legrand, pour qui officie à Libération. Pour Patrick Cohen, c'était quand même plus ambigu, parce qu'il cultive quand même une image un peu plus consensuelle et plus apolitique. Mais c'est vrai que, alors, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que la neutralité journalistique, ça n'existe pas. Bien sûr. Ça, il faut vraiment le dire et le marteler. Quiconque se prétend neutre sur le plan médiatique, à mon avis, est déjà suspect, en tout cas à mes yeux, ne serait-ce, et cette subjectivité, elle ne se confond pas nécessairement avec la désinformation, mais elle se manifeste au moins par, je ne sais pas, la manière de hiérarchiser l'information, quels sont les sujets que l'on traite, ceux que l'on ne traite pas, la manière dont on les traite, l'angle qu'on adopte, les invités que l'on convie à commenter telle ou telle actualité. Donc il y a une subjectivité qui est inhérente au métier de journaliste. En revanche, ce qui pose question, c'est quand en effet certains courants d'opinion sont favorisés par les moyens de la puissance publique, puisque c'est là effectivement qu'il y a une question d'équité qui se pose à l'égard notamment des autres partis politiques, mais aussi à l'égard des contribuables qui financent un média qui pousse en faveur d'un parti ou d'une idéologie qui n'est pas forcément le sien. Alors aujourd'hui, Patrick Cohen est toujours à la tête de l'édito politique de France Inter. Il apparaît aussi dans C'est à vous, d'ailleurs aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine le soir sur France 5. Thomas Legrand n'a pas été non plus forcément blacklisté de France Inter par la direction de Radio France. Et c'est une situation qui étonne beaucoup Charles Aloncle. Vous savez, c'est ce député et rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Regardez. Le problème, c'est que l'audiovisuel public a montré qu'il n'était pas amène avec un certain nombre d'autres journalistes. Je pense à Jean-François Aquili, qui pendant très longtemps a mené des matinales, a été un visage de la radio, de l'audiovisuel public, qui du jour au lendemain a été remercié par les dirigeants de l'audiovisuel public parce qu'il y avait des soupçons absolument pas avéré, de relecture d'un livre de Jordan Bardella qu'il n'a jamais fait. Du jour au lendemain, il a été licencié. Je pense aussi à Jacques Cardoz, à la tête de Complément d'enquête, qui, parce qu'il avait voulu faire une émission sur Jean-Luc Mélenchon et parce qu'il dénonçait une forme de dieudonisation des esprits chez France Télévisions, du jour au lendemain aussi, sans forme d'explication, il a été licencié. Quand on voit la sévérité qui a été prise à l'égard de ces journalistes, et quand on voit que, alors que les faits sont avérés, qu'il y a flagrant délit de collusion avec un parti politique, M. Cohen et M. Legrand sont encore à l'antenne, on a l'impression qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Fergan Aziari, je m'adresse au chroniqueur qui intervient aussi sur France Info. Il ne fait pas bon d'être de droite lorsqu'on intervient sur le service public ? Alors, sur France Info, je pense qu'il y a eu un petit effort quand même d'ouverture. Le fait est que j'y interviens régulièrement en tant que chroniqueur rémunéré aussi, je tiens à le préciser. Bon, et quand même montre une volonté d'ouverture, en tout cas chez certains segments du service public. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent sur d'autres pans du service public. Et maintenant, la question qui se pose, c'est que faire pour remédier à cette situation ? Pour moi, il y a deux solutions assez simples. C'est ou bien on considère effectivement qu'il y a une privatisation de fait de certains courants politiques, et dans ce cas-là, il faut aligner le statut juridique de la radio avec cet état de fait, et donc aller à la privatisation. Ou alors, on corrige ce déséquilibre en veillant à recruter plus de journalistes de droite, conservateurs, libéraux, afin de faire du service public, qui est donc censé appartenir à tous les Français, un média qui représente davantage la diversité des courants d'opinion qui traversent la société française. Pour moi, les choix sont assez simples en réalité. Et vous, Juliette Briens, vous optez pour quelle méthode ? La privatisation du service public ou bien effectivement, comme le dit Fergan Aziari, le recrutement de journalistes réputés un peu plus conservateurs que ceux que l'on trouve actuellement sur les ondes de Radio France et sur les écrans
de France Télé. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on attend du service public de l'audiovisuel? De la neutralité, de la pluralité? C'est pas exactement la même chose. Moi, je rejoins assez Fergan en disant que la neutralité journalistique, pour moi, elle est impossible à atteindre. Et je pense que pour le service public, la pluralité, en réalité, est impossible également à atteindre. Il faudrait une réforme absolument structurelle et gigantesque. Le service public, enfin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il commence en 2015 avec Delphine Ernotte, qui arrive à la tête du service public de l'audiovisuel et qui explique qu'il faut en finir avec ces chaînes de mâles blancs de plus de 50 ans et qui décide de se lancer dans une purge à ce moment-là, dont par exemple Patrick Sébastien a été l'un des plus grands représentants, mais il y en a eu d'autres. William Lémergie aussi, etc. Et puis on arrive en 2025 et il y a cet aveu qui pour moi est un aveu extrêmement lucide de la part de Mme Ernotte qui va devant les parlementaires expliquer que le service public n'a pas vocation à représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle aimerait qu'elle le soit. Ouais. Alors, moi, pour moi, cette phrase résume absolument tout. Et je veux dire, cette commission parlementaire, effectivement, est la seule conséquence vraiment véritable du scandale Le Grand Cohen, puisqu'il n'y en a eu aucun autre. Et je pense que c'est à l'image de l'État, de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de responsabilité nulle part. Un peu d'ailleurs comme les finances du service public, qui sont aussi un très beau miroir de l'État, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils sont insatiables, ils sont obèses de l'argent du citoyen. Et donc, honnêtement, après réflexion, je pense qu'il y a peut-être un débat à avoir sur peut-être garder une chaîne de télé, une chaîne de radio qui puisse se faire la voix de l'État officiel, c'est-à-dire des discours, des annonces. Alors peut-être un JT d'information, mais même là, vous en conviendrez que en fonction des sujets que vous choisissez, c'est très difficile d'arriver à la neutralité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la culture, tout le monde a accès à l'information, c'est très facile avec Internet. Nous n'avons plus en soi besoin d'un service public pour nous amener ce genre de contenu. Nous n'en avons plus besoin. Mais je vais vous poser une question très naïve, mais est-ce si grave qu'il y ait des médias de gauche aujourd'hui en France? Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'il y a des médias de droite aujourd'hui. On peut pas parler par exemple de CNews, qui ne fait pas effectivement secret de ses penchants politiques, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait aussi considérer que, écoutez, France Inter est de gauche, eh bien, c'est pas grave. C'est la pluralité aussi des médias, c'est le pluralisme. Le problème n'est pas qu'il y ait des médias de gauche, il est tout à fait sain en démocratie qu'il y ait des médias de gauche, de centre, de droite, conservateurs, progressistes, qui n'aient pas les mêmes préoccupations. La question, c'est quels sont les moyens et quels sont les privilèges qu'on accorde à tel ou tel média. Un média qui, effectivement, défend une idéologie particulière sur fond public pose un problème d'équité de la même manière qu'en 1905, on a fait la séparation des églises et de l'État pour précisément mettre aussi de l'égalité dans le traitement des cultes et faire en sorte que les croyants ne soient pas obligés de financer des cultes auxquels ils n'adhèrent pas. On pourrait imaginer un schéma analogue et considérer finalement que la liberté de l'information et de la presse, c'est aussi la liberté pour le consommateur de financer les médias qu'il souhaite, donc de ne pas être obligé de financer un média quelle que soit son orientation idéologique. Moi, je ne suis pas pour des médias d'État de droite, des médias d'État libéraux. Je pense que les médias doivent vivre avant toute chose de leur lectorat et en tout cas en fonction d'un modèle d'affaires qui leur est propre. Mais effectivement, obliger des contribuables à financer des médias qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils n'écoutent pas forcément me semble être une distorsion de concurrence en réalité entre toutes les autres médias qui ne bénéficient pas de ces privilèges. Juliette Brien, si je comprends bien votre position, vous n'êtes pas forcément opposée à la privatisation de l'audiovisuel public. Et je pense qu'en fait, ce serait une erreur de se dire que puisqu'on ne veut pas un service public de l'audiovisuel de gauche, il faudrait qu'il soit de droite. C'est absolument pas ce que je préconise. Pour moi, la pluralité serait de pouvoir changer de scène, d'avoir un média qui représente l'opinion d'LFI, un média qui aujourd'hui, comme CNews, représente un courant conservateur, que en fait, et puis que simplement le marché s'exprime. Vous voyez que les audiences, les audiences comptent pour quelque chose. C'est l'auditeur, c'est le téléspectateur qui fait la légitimité d'un média. Et donc, je ne pense pas du tout qu'on doit se diriger vers une droitisation quelconque du service public. Je pense que maintenant, les chaînes doivent être privées, vivre en fonction de l'argent qu'elles amassent par les téléspectateurs qui les regardent, et puis c'est tout. Mais alors, Juliette Brien, là où je pourrais peut-être vous contredire et me faire l'avocat du
du diable, c'est que si ces médias deviennent privés, ça veut dire qu'ils dépendent essentiellement de la publicité. Et ça veut dire donc que ces émissions qui sont diffusées à l'antenne doivent faire de l'audience et doivent générer des recettes publicitaires. Ce qui veut dire que, par exemple, Capitaine Marlowe, pour ne citer que cet exemple-là, qui fait parfois 7-8 millions de téléspectateurs, hein, c'est une fiction, ne rapporte pas d'argent en termes de recettes publicitaires parce que ce sont essentiellement des seniors qui regardent cette fiction et la femme responsable des achats de moins de 50 ans, vous savez, celle qui intéresse les annonceurs, est extrêmement faible. Ça veut dire que, de fait, vous allez vous couper de programmes, par exemple des émissions de santé qui ne marchent pas vraiment. D'ailleurs, les chaînes privées ne misent plus vraiment là-dessus. Vous allez vous priver d'émissions politiques aussi, par exemple, qui sont diffusées en première partie de soirée, qui ne fonctionnent pas sur les chaînes privées. On le sait bien. Est-ce que ça posera pas un problème démocratique aussi de se dire que ces émissions-là n'existeront plus ? Je pense qu'il y a d'autres modèles d'affaires que l'on peut inventer. Il existe des médias associatifs qui vivent de dons, par exemple. Maintenant, c'est vrai que si un média ne trouve pas son public, eh bien, c'est malheureux à dire, mais la démocratie, parce que le marché est une forme aussi de démocratie. Ouais. On a tendance à l'oublier. Si on n'arrive pas effectivement à convaincre un lectorat ou un téléspectateur effectivement de financer un média, je ne suis pas sûr que ce média-là effectivement mérite d'être financé. Donc maintenant, il faut effectivement se battre pour relever le niveau d'exigence aussi des téléspectateurs. Il y a peut-être une bataille culturelle, éducative à mener pour essayer de sensibiliser les spectateurs à des contenus plus, on va dire, plus haut de gamme que ceux que l'on voit parfois à la télévision. Mais c'est une bataille qui doit se mener sur le terrain des convictions et non sur celui de la coercition. Et pendant ce temps, Juliette Briand, c'est vrai que des médias classés à droite, j'ai cité notamment CNews, battent des records d'audience. En octobre, par exemple, la chaîne, propriété du groupe Canal+, et de Vincent Bolloré, je le rappelle, c'est classé 5e chaîne nationale, juste derrière M6, quand même, chaîne historique. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la société française, justement, ces médias, ces télévisions de droite, on peut aussi parler d'Europe 1, qui a effectivement aussi redoré son blason, et puis qui maintenant a un peu plus d'oxygène sur le terrain des audiences. Qu'est-ce que ça dit de la société ? Ça dit simplement qu'il y a une attente, effectivement, de pluralité parmi ces chaînes. Rien n'empêche toutes ces personnes qui regardent CNews aujourd'hui d'avoir du discernement lorsqu'ils regardent CNews, d'avoir un esprit critique lorsqu'ils écoutent CNews. Simplement, je pense que la droite, le courant de droite conservateur était parfaitement et totalement absent des médias jusqu'à l'apparition des chaînes Bolloré. Alors on peut exécrer l'empire Bolloré, on peut exécrer la chaîne CNews. Ça n'empêche qu'elle a une légitimité à exister, d'autant plus par les records d'audience qu'elle présente aujourd'hui. Et je veux dire, si aujourd'hui CNews a de l'importance, elle ne représente toujours rien en proportion de ce que le courant, on va dire, conservateur représente dans les sondages. Elle ne représente toujours rien sur la part énorme de l'audiovisuel. En soi, il faudrait plus de chaînes. Si on voulait vraiment être dans la représentativité du paysage politique aujourd'hui, il faudrait plus de chaînes. Mais là, vous voyez bien qu'avec une chaîne et une radio, le paysage médiatico-politique déjà devient fou. Ça les rend fous. Moi, je trouve ça incroyable qu'on soit autant focalisé sur CNews. Et d'ailleurs, France Télévisions s'y attaque. D'ailleurs, dernière question pour vous, Fergan, avec ce complément d'enquête aussi qui a été diffusé en toute fin d'année dernière, consacré à CNews, on se rend compte qu'il y a une véritable guerre civile des médias aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que le succès de CNews ne fait pas les affaires de tout le monde. Moi, ce qui me gêne, alors évidemment, comme l'a dit Juliette, on a le droit d'émettre des critiques contre CNews et contre les médias Bolloré de manière générale, mais je crois que l'honnêteté commande en effet de reconnaître que l'arrivée de CNews a contribué à rééquilibrer un paysage audiovisuel qui était jusqu'ici beaucoup trop consensuel, notamment sur des questions très dérangeantes, notamment l'islam, l'immigration, puisqu'on avait tendance à mettre sous le tapis des tas d'anomalies qui traversent la société française, et que CNews est venu effectivement braquer des projecteurs sur un sujet qui était négligé et qui allait pourtant se révéler existentiel pour l'avenir de la société française, voire de la civilisation européenne. Je veux dire par là que si on a été à ce point sidéré par le Bataclan, par Charlie Hebdo, par Samuel Paty, c'est aussi parce qu'il y a des phénomènes que nous n'avons pas voulu voir, des phénomènes que les professionnels de l'information n'ont pas voulu montrer. Et là où je veux en venir, c'est qu'on parle beaucoup de désinformation. La désinformation ne consiste pas seulement à produire
produire des faits erronés. Elle consiste aussi en une hiérarchisation de l'information qui n'est pas toujours conforme aux enjeux de l'époque. Et donc je crois que notre profession doit aussi faire son autocritique et comprendre que CNews vient bien pallier des carences qui ont longtemps affecté effectivement le paysage audiovisuel. Eh bien, merci beaucoup, Fergan Aziari, essayiste, analyste en politique publique, chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info. Et là, je parle de télévision. Merci à vous également, Gilles Briens, journaliste à l'Incorrect. Il était important, effectivement, de revenir sur cette séquence média, peut-être la plus importante de la rentrée, mais désormais, je vous propose que l'on oublie définitivement 2025 pour se concentrer en cette fin d'émission sur les 12 prochains mois, car nul doute qu'ils ne vous laisseront pas indifférents au regard des nombreux programmes qui s'apprête à arriver sur les grilles des chaînes. France 2 va dégainer un jeu de chaises musical en compagnie de Florent Père, qui sera entouré d'ailleurs de plusieurs célébrités. Interville sera aussi de retour, ce qui ne manquera pas d'être très très commenté. Je pourrais citer également Raphaël de Casabianca, dont on a parlé tout à l'heure avec mes très chers camarades, qui arrive sur Novo 19 dans un concept absolument dingue. Mais bref, loin de moi l'idée de vouloir dresser une liste exhaustive des nouveautés qui vont arriver en 2026. Nous allons procéder par coup de cœur. Et on vous retrouve, Nicolas Voller. Vous êtes réapparu comme ça. Vous savez, vous êtes un peu notre Joséphine Ange Gardien. Ça fait 10 minutes sans vous. Écoutez, vous inquiétez pas, on a toute l'année pour s'aimer. Quelle est l'émission que vous avez hâte de découvrir en 2026 ? Alors, en termes d'émissions, il y en a une, moi, que j'attends avec impatience. C'est une émission d'M6 qui promet beaucoup, qui s'appelle Pandore, qui sera animée par Olivier Mine, d'ailleurs, parce que Olivier Mine n'est pas revenu que pour faire le maillon faible. C'est un jeu d'aventure, de réflexion, qui a été tourné, là, à la fin de l'année, en octobre-novembre, en Espagne, avec des décors grandioses. Ça va parler de mythologie. On connaît tous la boîte de Pandore, qui était une boîte que Zeus avait commandée. Et il ne fallait surtout pas l'ouvrir. Si vous ouvriez la boîte de Pandore, le jour où elle était ouverte, c'était des catastrophes absolues qui se sont abattues sur le monde. Et là, ça va être tout l'enjeu de ce jeu, c'est-à-dire des candidats qui vont faire face à des défis insolites, à des épreuves absolument incroyables. Il paraît qu'il y a un suspense de dingue pour ne surtout pas ouvrir cette boîte qui peut s'avérer absolument catastrophique. Donc moi, j'ai très très hâte de voir ça. M6 nous promet la lune, vraiment, avec cette émission. J'espère juste qu'on n'aura pas un nouveau jour. Attendez, rapidement, parce qu'il a repris quand même. Il a repris le maillon faible. Quel âge a votre cerveau aussi, qui est annoncé par Olivier Mine. Est-ce que ça va devenir un peu le nouvel Éric Antoine aussi, Olivier Mine? Camille Combal de TF1, on l'essorait, quoi. Moi, j'ai toujours peur de ça. C'est vrai, c'est votre avis? Oui, et Olivier Mine, démarrer avec 3 émissions comme ça. Pour l'instant, c'est une hebdo, donc ce n'est pas en quotidienne. Le cerveau, c'est one shot, donc ce sera une émission. Et Pandore, c'est un jeu qui va s'étendre sur 2 mois à peu près. Bon, si les audiences sont au rendez-vous, fort à parier qu'il on verra, mais je pense que c'est tout à fait son style et qu'on pourrait retrouver un peu de Fort Boyard en lui. Et vous, Sarah Lecoeuf, quel est votre coup de cœur 2026 ? Quelle est l'émission que vous attendez avec la plus grande impatience ? Moi, c'est L'Anneau, présenté par Laurent Luyat. On en parle depuis des années de L'Anneau. L'Anneau, c'est longtemps. Oui, c'est le serpent de mer, mais alors, qui arrive, enfin, on l'espère, pour février, pour l'hiver, quand il fera bien froid, qu'on sera chez nous avec un plaid et un thé chaud le soir. Non, Laurent Luyat qui est à la tête pour la première fois d'un jeu d'aventure. C'est rare. On le surnomme le Koh-Lanta des neiges, cette émission, L'Anneau. C'est des candidats, 13 candidats qui sont dans une station de ski à Isola 2000 et qui doivent s'affronter autour de défis. Émission de survie un peu. Émission de survie, on nous dit que c'est un escape game géant. Alors moi j'ai vu aucune image, aucune image n'a été montrée. Alors ça a été repoussé, vous le dites, on l'attendait depuis quelques mois parce qu'il y a des conflits juridiques autour de ce avec format. Christian Estrosi notamment désormais. Christian Estrosi, Delphine Ernotte qui ont été mises en examen. C'est en raison de ces mises en examen que la diffusion a été repoussée, mais enfin moi je l'attends avec grande impatience pour voir Laurent Luyat dans les pas de Denis Brognard. Laurent Luyat, si vous voulez, il fait les chorales, la meilleure chorale de France, on le retrouve dans L'Anneau, il est journaliste sportif accessoirement quand même, il est en train de brouiller son image là, on sait plus qui il est maintenant. Mais moi j'ai envie de le voir avec les moon boots, la doudou, un jeu d'aventure en plein hiver, ça ne s'est jamais vu. Moi j'aurais rêvé d'ailleurs d'un Koh-Lanta dans une station de ski, ça n'a jamais été fait. Là c'est l'occasion de voir... Vous avez quand même des rêves très bizarres. Il y a les JO d'hiver qui vont arriver aussi, ça va être génial. C'est vrai, exactement, ça collera parfaitement à l'actualité. Et Nicolas, quand même, on va parler un tout petit peu fiction, parce qu'à part Nouveau Jour, qui est un cuisant échec, on n'en a pas vraiment parlé. Vous attendez une fiction toute particulière, et c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs l'attendent aussi, celle-ci. Je pense beaucoup. Harry Potter. HBO Max adapte Harry Potter. Alors,
pas de nouveau, pas de nouveauté, pas comme les Animaux Fantastiques, pas une sequel. Les Harry Potter qu'on connaît, c'est-à-dire on a les la 7 photo films, des acteurs là, vous voyez. 7 films, voilà les acteurs qui ont fait Harry, Hermione et Ron, qui sont, alors Harry ressemble beaucoup, Hermione un peu moins, Ron est roux, bon, voilà, donc ça c'est très bien. On le reconnaît. Mais effectivement, ce sont les 3 heureux élus qui vont tourner, Damien, pendant 8 ans. Ah ouais, bah cette série, puisqu'effectivement il y aura 8 années, 7 années en fonction de la vitesse de tournage. Les 8 absolument, absolument. Que ce soit un succès ou un flop. De toute façon, ce sera un succès quasi garanti, puisqu'il y a eu 7 livres, 7 films. Et en fait, pourquoi cette série est faite? Puisque les livres de J.K. Rowling, qui faisaient 300, 400, 500, 600, les derniers faisaient 800 à 900 pages. Évidemment, les films enlevaient beaucoup de choses. Dans la série, on va absolument tout voir. Tous les détails, toutes les histoires secondaires, des personnages qu'on n'a jamais vus dans les films. Il y a même Lambert Wilson, qu'on va découvrir, Cocorico, qui est dans les livres, qui joue le rôle de l'alchimiste Nicolas Flamel, un personnage qui a réellement existé, qui est évoqué dans les livres, mais qu'on n'avait jamais vu dans les films. Eh ben, formidable. Franchement, on a hâte de découvrir ça. Harry Potter, ça nous parle tous. C'est transgénérationnel. Et on a à la tous rentrée, probablement la entre la rentrée et Noël. Mais ça, c'est une information. J'étais sûr que c'était 2027. A priori, ça va arriver fin 2026. On espère, le tournage avance bien en tout cas. On a hâte de découvrir ça. Merci à tous les deux. Merci de m'avoir accompagné pendant toute cette émission. Nicolas Vollard, je rappelle que vous êtes journaliste, évidemment, rédacteur en chef à TV Magazine. Sarah Lecoeuf, journaliste au pôle écran du Figaro. Et nous avons tous les 3 ce point commun de présenter le Buzz TV qui se poursuit, bien évidemment. J'espère bien. Alors non, parce que moi, demain, personnellement, c'est samedi, je dors. Mais on se retrouvera lundi. Voilà. Lundi, quand même, vous passez le week-end. Ah oui, quand même. Et lundi, vous retrouverez aussi, on ne change pas les bonnes habitudes, Victoire Sicora aux commandes de Bienvenue en Ile-de-France. Cette fois-ci, on reprend les bonnes habitudes. Passez une excellente soirée, bon week-end et à très vite sur le Figaro TV. Et bonne année.